Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Vous êtes sur D8 et je vous retrouve ce soir pour poursuivre la lecture du bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet. Nous retrouvons donc notre héros François de Séreuze en quête d'un amour impossible puisqu'il est donc épris de Mao qui est l'épouse et l'amie de monsieur d'Orgel. Pardon. Il y avait dans la foule bien peu de haine contre ces heureux du jour. Paul se retournait inquiet, souriant vers ses amis. Comme au bout de quelques minutes les voitures ne repartaient pas, Anne d'Orgel se pencha. « Hortense, dit-il à Mao, nous ne pouvons laisser Hortense ici. C'est sa voiture qui est en panne. » Sous le bec de gaz en robe du soir, un diadème sur la tête, la princesse d'Austerlitz dirigeait les travaux de son mécanicien, riait, apostrophait la foule. Elle était accompagnée d'une dame de la colonie américaine, Mrs. Wayne, qui jouissait d'une grande réputation de beauté. Cette réputation de beauté, comme presque toutes les réputations mondaines, était surfaite. La plus élémentaire clairvoyance découvrait que Mrs. Wayne n'agissait pas comme une femme qui possède un avantage certain. La princesse d'Austerlitz était magnifique, elle, sous ce bec de gaz dont l'éclairage lui convenait mieux que celui des lustres. Elle évoluait entourée de voyous, autant à l'aise que si elle eût toujours vécu en leur compagnie. Pour n'avoir pas à prononcer un nom aussi clinquant que le sien, tout le monde l'appelait Hortense, ce qui pouvait laisser entendre qu'elle était l'amie de tout le monde. D'ailleurs, elle l'était, sauf des gens qui ne voulaient point. Car elle était la bonté même. Mais des moralistes l'eussent peut-être déplorée pour la bonté. À cause de la liberté de ses mœurs, certaines maisons lui étaient hostiles. Arrière-petite-fille d'un maréchal de l'Empire, elle avait épousé le descendant d'un autre maréchal. De tous ceux qui connaissaient sa femme, le prince d'Austerlitz était le seul qui ne fut pas intime avec elle. D'ailleurs, elle ne dérangeait pas ce prince, que la jeunesse croyait mort tant il faisait peu de bruit. Il consacrait sa vie à l'amélioration de la race chevaline. Hortense tenait-elle de son ancêtre le maréchal Radoux, commis boucher dans son âge tendre, cette carnation trop riche, cette chevelure crespelée, dont on se demande si elle ne résulte pas du voisinage des viandes crues. Bonne femme, bonne fille, elle prévenait en sa faveur les gens du commun qui la trouvaient belle femme. Bonne fille et même bonne arrière-petite-fille, puisque loin de renier ses origines, elle rendait hommage au maréchal jusque dans ses amours. Elle n'avait le goût que de la santé des halles, et on lui reprochait d'avoir des appétits malsains. La jeune génération lui en montrait moins rigueur que la sienne, et les Orgel, dont on ne pouvait pourtant mettre la moralité en doute, ne la tenaient pas à l'écart. C'est ainsi que François, qui ne connaissait pas les Orgel, connaissait Hortense, les trois hommes baisant la main de Madame d'Austerlitz. Les spectateurs rirent. François déjà s'incorporait à ce point aux Orgel qu'il ne comprit nullement la cause des rires. Outre le geste du baise-main, la voix du comte d'Orgel mettait aussi la foule en gaieté. Une chose dont Madame d'Orgel ne se rendait pas compte, c'était que la sympathie aveugle de la foule allait davantage à Hortense d'Austerlitz et à Esther Wayne qu'à elle-même, parce que la princesse et l'américaine, habillées pour le soir, étaient en cheveux, et pour les femmes du peuple, l'attribut de la dame, c'est avant tout le chapeau. Seul, au second rang, un colosse se permettait de ne pas montrer de sympathie pour la princesse. « Ah, si j'avais des grenades !» avait-il d'abord grogné. Mais les murmures lui enseignèrent que s'il tenait à sa peau, il ne fallait pas insister. Il changea de mauvaise humeur, s'en prit au mécanicien, le traita de gourde, aussi bien chaque fois que le malheureux, suant, croyait réussir, le cric mal calé laissait retomber la voiture.
La princesse cria à la mauvaise tête. « Dis donc, espèce de fainéant, si tu nous aidais au lieu de crâner !» Il en est de certaines situations, de certains mots, comme au jeu de pile ou face. « Ça se gâte », pensa Paul. Au contraire, cette phrase valut une ovation à la princesse. Sans doute l'ovation en imposa-t-elle au colosse, car en maugréant, ce qui était un comble et montrait bien qu'il se rendait à un devoir, l'homme traversa la foule, se glissa dans l'auto et la mit séance tenante en état de repartir. « Donnez donc un verre de Porto à monsieur, dit Hortense au mécanicien. On sortit du coffre avec une bouteille et des gobelets. Alors, trinquant avec le sauveteur, la princesse acheva ses conquêtes. « Allons hop, en route !» s'écria-t-elle. Et c'est, participant un peu au soleil de la princesse d'Austerlitz, que les Orgel avec Céreuse et Paul émerveillé partirent pour Robinson. Ainsi se font les coups d'État. Gérard, ancien croupier, était un des 2 ou 3 hommes qui, pendant la guerre, organisèrent les divertissements des Parisiens. Il fut un des premiers à installer les dancings clandestins. Traqué par la police et la redoutant davantage pour des affaires antérieures que pour son insoumission présente aux ordonnances, il changeait de local tous les 15 jours. Une fois fait le tour de Paris, ce fut lui enfin qui remplaça le dancing en chambre par la petite maison de banlieue. La plus célèbre fut celle de Neuilly. Pendant plusieurs mois, les couples élégants polirent le carrelage de cette maison de crime, se reposant entre 2 danses sur des chaises de fer. Gérard, grisé par le succès, voulut étendre alors son entreprise. Il loua, à un prix absurde, l'immense château de Robinson, construit vers la fin du siècle dernier sur les ordres d'une folle, la fille du célèbre parfumeur duc, celui-là même dont le prospectus, les étiquettes jouant sur les mots, s'ornent d'une couronne ducale. Cette couronne apparaissait aussi à la grille et au fronton de manoir, où Mademoiselle Duc consacra sa vie à l'attente d'un tzigane infidèle. À quelques kilomètres de la porte d'Orléans, des hommes munis de lampes de poche indiquaient le chemin du château aux automobilistes. De temps en temps, Paul se retournait vers les Orgel et François et leur souriait. Ce sourire pouvait s'interpréter de façon diverse. C'était soit « Mais non, je vous assure, je suis très bien, il ne fait pas froid du tout », soit le sourire qui pardonne. Il sentait vaguement qu'on s'était joué de lui. Peut-être son sourire ne reflétait-il que le plaisir d'un enfant qui fait une promenade. Toujours à la suite de la voiture d'Austerlitz, l'auto des Orgel pénétra dans la cour d'honneur. Avant même de s'arrêter devant le perron, ils virent à travers un vitrage, et dans ce que Gérard appelait la salle des gardes, une table immense autour de laquelle étaient assis nombre d'hommes en frac. 2 femmes seulement, chacune à un bout de la table. Venant du cirque, les Orgel, Paul et François, étaient en costume de jour. Paul recula un peu. Heureusement, la fierté d'affronter cette brillante assistance avec les Orgel et la princesse d'Austerlitz contrebalançait chez lui l'ennui de n'être point convenable. Mais quelle ne fut pas sa stupeur quand, au bruit des klaxons, hommes et femmes s'envolèrent, faisant disparaître la table comme un décor de féerie. L'un d'eux ouvrit la porte à 2 battants et s'empressa au-devant de la princesse. C'était Gérard, et on le devine, cette table nombreuse le reste du personnel. Chacun, à l'arrivée des clients, avait regagné son poste. Gérard, qui depuis quelques jours se voyait abandonné par la chance dans un dancing vide, voulait au moins se concilier son personnel et le gavait des vivres de la veille, destinés aux clients qui n'étaient pas venus. Un collègue racolait en route, avec un système de lampes, les automobiles novices. La musique joua. François de Céreuse fut heureux de ce bruit qui lui permettait de se taire.
il se retourna vers Madame d'Orgel, sans penser qu'il lui souriait. « Mirza, voilà Mirza !» s'écria Madame d'Austerlitz. En effet, paraissait, avec quelques amis, le persan, cousin du chat, que l'on appelait ainsi, Mirza. Mirza n'était pas son nom, mais son titre. Tout le monde avait adopté ce raccourci, surnom amical. On ne pouvait rêver de persan plus persan que Mirza. Mais le faste des ancêtres reparaissait chez lui sous d'autres formes. Il n'avait pas de harem, son unique femme même était morte. Il collectionnait les automobiles. Toujours le premier à vouloir le neuf, il les achetait encore imparfaites et avant qu'elles fussent mises au point. Il lui arriva de rester en panne sur la route de Dieppe avec la plus grosse voiture du monde qu'on ne pouvait réparer qu'à New York. Il était enragé de politique comme tous ses compatriotes. À Paris, Mirza apparaissait sous un jour frivole. On attribuait à ce prince le sens du plaisir. La raison en était simple. Si un endroit était triste, Mirza rebroussait chemin. Chasseur infatigable, il ne s'entêtait jamais, et son acharnement à poursuivre le bonheur, le plaisir, prouvait assez qu'il ne les tenait point. Mirza portait beaucoup d'amitié à François de Séreuse. Celui-ci le lui rendait. Il soupçonnait ce prince de valoir mieux qu'une aimable réputation. Mirza était devenu un tel fétiche, on lui attribuait si bien le pouvoir d'animer une fête que chacun se forçait à montrer de l'entrain dès qu'il paraissait. François de Séreuse, ce soir-là, vit en Mirza un fâcheux. Son arrivée secoua la bande. Personne n'avait encore songé à danser. On dansa. François de Séreuse n'était pas un danseur. Il se désolait de ne pouvoir étreindre Madame d'Orgel. Un couple qui danse révèle son degré d'entente. L'harmonie des gestes du comte et de la comtesse d'Orgel prouvait un accord que donne seul l'amour ou l'habitude. Pouvait-on accuser Anne de ne devoir qu'à l'habitude son entente avec Mao? Non, la comtesse avait assez d'amour pour tous deux. Son amour était si fort qu'il déteignait sur Anne et faisait croire à la réciprocité. François ne devinait rien de cela. Il avait en face de lui un couple tendrement uni. Cette union lui faisait plaisir. Il éprouvait un sentiment bien distinct de ceux dont il avait l'habitude. Chez lui, la jalousie précédait l'amour. Cette fois, son esprit n'accomplissait pas sa besogne. François ne cherchait pas dans ce ménage une fissure par où s'introduire. Il avait autant de plaisir à voir Madame d'Orgel danser avec son mari que si lui-même eût dansé avec elle. Il les enviait, bouche bée, ne répondant pas à Esther Wayne, ne l'entendant même pas, se disant que s'il pouvait prétendre à un bonheur où Madame d'Orgel jouait un rôle, ce serait dans l'accord d'Anne et de Mao, et non dans leur mésentente. Le comte d'Orgel ne s'asseyait plus. Pour se reposer de la danse, il préparait des mélanges qui tenaient plus de la sorcellerie que de l'art du barman. Tout le monde goûta au premier, mais personne ne se laissa prendre au second, pas même l'auteur. Seule Madame d'Orgel en but parce qu'il était préparé par Anne et Séreuse pour suivre Madame d'Orgel. Mrs. Wayne, qui voulait d'abord faire danser François, avait abandonné la danse pour s'asseoir près de lui. Il aurait préféré être seul. Devant le lourd badinage de cette Américaine, il se jugeait bien novice. C'est qu'elle parlait de choses que François avait oubliées, tandis qu'elle les savait de la veille. Elle faisait des mots qu'il prenait pour des fautes de français. S'efforçant de lui plaire, de briller, elle s'accrochait à une image, à une pensée qui ne valait guère qu'on s'y attardât. Reprenant le mot sorcellerie prononcé par quelqu'un, après les mélanges d'Anne d'Orgel, elle parla de philtre et crut lui exprimer d'une façon délicate qu'il était loin de lui déplaire, en lui chuchotant la recette illustre de ce philtre qu'il y a pour jamais Tristan et Iseut, ainsi que celle d'autres cocktails de tout temps et tout pays, destinés à inspirer l'amour.
François de Séreuze se réveilla. Que racontait-elle? Il pensa qu'il avait bu seul avec Madame d'Orgel un breuvage qu'elle aurait dû boire avec Anne et dont celui qui l'avait fait n'avait pas bu. Il se crut deviné par Esther Wayne. Il en montra du trouble. Devant ce trouble, l'Américaine pensa que François de Séreuze était encore plus niais qu'elle n'avait imaginé, mais qu'il valait la peine qu'on le déniaisât. Dans toutes ces boissons, dit-elle, continuant son épais marivaudage, il faut de la poudre de mandragore. Moi, je peux me faire aimer de qui je veux, car j'ai un mandragore. Il faudra venir le voir. Il n'y en a que 5 au monde. Elle avait acheté cette racine à forme humaine en 1913 pour quelques sous, dans un bazar de Constantinople. Elle croyait acheter une statuette nègre. « Il faudra que je fasse votre buste, dit-elle après un silence. « Vous sculptez » demanda distraitement François. « Pas spécialement, mais petite, j'ai appris tous les arts. » À quoi s'intéressait donc ce Séreuze? Elle se demanda si elle ne s'était pas montrée trop fine. Elle essaya de se mettre, croyait-elle, à son niveau. Elle se multiplia pour le distraire et l'amuser, en l'instruisant de sa flamme. François était presque malhonnête. Il cachait à peine son ennui. Alors, éperdue, Esther Wayne, comme une femme dans le bureau d'un directeur de music-hall, et qui, voulant se faire engager à tout prix montre tous ses talents, demanda un crayon au maître d'hôtel et prouva comment, avec 2 8 tracés côte à côte, on obtient 2 cœurs renversés. L'orchestre cessait. Madame d'Orgel, étourdie, fatiguée, s'assit n'importe où. Pour François, ce n'était pas n'importe où, car c'était à côté de lui. Elle vit, dessinée sur la nappe, ces 2 cœurs s'enlaçant tête bêche. Sans y prendre garde, elle leva des yeux interrogateurs. L'Américaine feignait la mine honteuse des flagrants délits. François de Séreuze la détesta de pouvoir donner à croire à Madame d'Orgel qu'ils étaient complices. « Mrs. Wayne me montrait un de ses tours », dit François, répondant à la muette interrogation de Mao. La sécheresse, l'insolence de François ne déplurent point à Madame d'Orgel. Quand elle sut que ses cœurs étaient formés de chiffres, elle trouva l'idée charmante et s'empressa de corriger la brusquerie de François auprès d'Esther Wayne. Elle pensa « Cette danse m'a brouillé l'esprit. Où faut-il que j'aie la tête pour avoir cru que ce jeune homme dessinait des cœurs sur la nappe ?» Comme elle disait à Mrs. Wayne des paroles aimables, François se montra aimable aussi, pour plaire à Mao, et Esther Wayne pensa qu'elle l'avait enfin conquis. François de Séreuze sentait la fatigue lui modeler le visage. Esther regardait, clignait des yeux artistes. Vous avez beaucoup plus de caractère ainsi. C'est fatigué que je sculpterai votre buste. Pensait-elle faire succéder ces séances de pose à d'autres séances? François de Séreuze entendit innocemment la phrase. Pas une seconde la pensée ne l'effleura que Mrs. Wayne pouvait disposer, pour le fatiguer, d'autres moyens que sa conversation. Il oubliait que cette Américaine était femme et fort belle. Mao sortit la glace qu'elle consultait, non par coquetterie mais comme une montre, pour savoir s'il était l'heure du départ. Sans doute déchiffra-t-elle une heure tardive sur son visage, car elle se leva. « Vous devez être serrée, dit Esther à Madame d'Orgel. Hortense et moi pourrions prendre quelqu'un. » Elle dit cela avec un ton léger, mais son regard vers François prouvait assez qu'il ne lui était nullement indifférent, que ce fût Paul ou François qui monta avec elle et la princesse d'Austerlitz. Paul fit un rapide calcul mental. Fallait-il laisser son ami seul avec les Orgel ou avec Mrs. Wayne, dont il croyait que François s'était occupé davantage que des Orgel? Paul était un de ces joueurs malchanceux qui, voyant quelqu'un gagner,
se décide trop tard à le suivre et mise avec lui lorsqu'il commence à perdre. Il s'égarait dans les martingales, il brouillait tout. Il en voulait à François du tour de Médrano, il crut se venger et contrecarrer ses projets en prenant sa place dans la voiture d'Hortense. Il le sauvait. Dans l'auto, Anne d'Orgel dit à son hôte « Enfin, de quoi avez-vous bien pu parler avec Esther Wayne ?» Cette question, pour qui connaissait Anne, prouvait qu'il portait déjà de l'intérêt à François. C'était l'esprit le plus délicieux, mais le plus autoritaire, le plus exclusif que le comte d'Orgel. Il adoptait les gens plus qu'il ne se liait avec eux. En retour, il exigeait beaucoup. Il entendait un peu diriger. Il exerçait un contrôle. François fut étonné de cette question, mais il ne fut pas fâché qu'Anne d'Orgel lui fournît l'occasion de se justifier devant sa femme. Comme il s'en voulait d'avoir pu lui déplaire en rudoyant Esther Wayne, il se justifia en ces termes. « C'est bien simple, j'étais le seul à ne pas danser et je lui suis très reconnaissant de m'avoir tenu compagnie. » « C'est juste, » dit Anne à sa femme, sur un ton de reproche qui s'adressait à tous deux. « Ce pauvre, nous l'entraînons à Robinson et il ne danse pas. » François ne répondit rien. Il n'avait pas dansé, mais il avait bu le philtre. Anne d'Orgel cherchait à réparer sa négligence. Il pensa que seule une prompte invitation pourrait y réussir. « Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner bientôt » dit-il, comme s'il connaissait François de longue date. « Après-demain, par exemple. » Le surlendemain, François de Séreuze n'était pas libre. « Demain alors ?» Madame d'Orgel n'avait pas ouvert la bouche. L'empressement d'Anne, si peu dans son caractère à elle, lui semblait légitime. On le devait à Séreuze après leur distraction. François avait dit à Madame de Séreuze qu'il serait de retour à Champigny pour déjeuner. Mais il lui parut impossible de ne pas répondre la marque de confiance que lui donnait le comte d'Orgel en l'invitant comme un intime. Il accepta. Il ignorait le programme des Orgel. Leur vie mondaine ne commençait que l'après-midi. Ils déjeunaient toujours chez eux, la plupart du temps seuls. Aussi n'étaient priés à déjeuner que les personnes envers lesquelles ils n'avaient pas de devoir et que l'on voyait pour le plaisir. Mais ces invités entraient rarement dans l'hôtel aux autres heures du jour. Ces invitations à déjeuner étaient donc à la fois une preuve d'amitié et d'un peu de dédain. Mais François ignorait les rouages complexes de cette machine mondaine et leur invitation lui causa plus de plaisir qu'une invitation du soir à laquelle il n'eût pu prétendre. Il accepta avec une joie visible. Cette joie plut au comte d'Orgel. Il avait l'enthousiasme facile. Une nature riche ne marchande pas, ne cherche pas à dissimuler. Le comte d'Orgel aimait à retrouver sa prodigalité chez les autres. C'était pour lui le meilleur signe de noblesse. Il n'acceptait jamais la moindre invitation, le moindre cadeau, sans le signe extérieur du plaisir. Le propre d'une nature noble étant de ne pas imaginer que tout lui est dû, ou du moins de cacher qu'elle le croit. C'est un Robin qui s'efforce de dissimuler le plaisir que lui font les choses, par crainte de paraître naïf ou flatté. Aussi ce mouvement de François lui gagna-t-il le cœur du comte, plus que n'importe quel calcul. Ils se quittèrent à 5 heures, quai d'Anjou. « Comme tu es entré tard, dit Madame Forbach à François quand celui-ci, à 9 heures, entra dans la salle à manger où ils prenaient leur petit déjeuner en commun. « Je t'ai entendu, ajouta-t-elle. Il devait être au moins 1 heure du matin. Madame Forbach possédait l'innocence coquetterie des vieilles gens qui prétendent avoir le sommeil léger. Elle et son fils Adolphe habitaient depuis 30 ans le rez-de-chaussée de cette vieille maison de l'île Saint-Louis. Madame Forbach avait 75 ans. Elle était aveugle.
Son fils Adolphe avait toujours eu l'apparence d'un vieillard. Il était hydrocéphale. François de Séreuze apportait sa jeunesse dans cette maison, dont il n'avait jamais remarqué le tragique, tant ces deux êtres eux-mêmes ne le ressentaient point. Il écoutait sans surprise cet aveugle lui dire « Comme tu as mauvaise mine », car la vie de François apparaissait incroyable à une femme qui toute la sienne s'était couchée à 9 heures. Dès que François atteignit un âge l'autorisant à quelque liberté, Madame de Séreuze imagina cette combinaison. Lui donner une chambre chez les Forbach. Elle leur versait une mensualité pour le logement et les repas de son fils. Madame Forbach s'était d'abord récriée, la trouvant excessive. Madame de Séreuze avait tenu bon. Elle était heureuse de saisir ce prétexte pour aider un peu ses vieux amis des Séreuze et encore plus pouvoir exercer un contrôle sur son fils. Celui-ci d'ailleurs ne se plaignait nullement de la combinaison. Au contraire, elle lui apportait un équilibre. Madame Forbach avait été mariée en 1860 au hobo prussien von Forbach, un alcoolique, collectionneur de virgules. Cette collection consistait à pointer le nombre de virgules contenues dans une édition de Dante. Le total n'était jamais le même. Il recommençait sans relâche. Il fut aussi un des premiers à collectionner des timbres, ce qui à l'époque semblait fou. Au bout de 15 ans, un monstre vint consoler la pauvre femme de ce mariage. Non seulement elle refusa de croire à la monstruosité de son fils, mais encore elle disait de cet hydrocéphale « il a le front de Victor Hugo ». Lors de sa grossesse, Madame Forbach s'était retirée à Robinson chez des amis. L'heure de la délivrance approchant, on avait mandé une sage-femme. Celle-ci ne put arriver. On appela le médecin du village. Madame Forbach déclara qu'elle aimait mieux accoucher comme les bêtes que recevoir l'assistance d'un homme. « Mais un docteur n'est pas un homme, lui disait-on. » Elle criait de plus belle. Il fallut bien qu'elle se rendît. Quelques années après, Madame Forbach, ayant appris la mort du médecin de Robinson, avoua que cette mort la soulageait. Seules les saintes avouent ces pensées-là. Souvent, en face d'elle, François regrettait ses plaisirs. Mais ce matin, il était si joyeux de sa rencontre, il ressentait un tel besoin d'en parler, même de façon indirecte, qu'il raconta son équipée à Robinson. Il se dit aussitôt que si on l'interrogeait, il serait bien embarrassé pour dépeindre ce village. Mais Robinson éveillait en Madame Forbach une foule de souvenirs. Loin d'interroger, elle parla. François de Séreuze connaissait ses souvenirs. Chez les Forbach, la conversation se réduisait à fort peu. C'était toujours la même. Mais elle reposait François des racontars de la ville. À force de les avoir entendus, ses souvenirs étaient presque siens. Adolphe Forbach, lui, était sûr d'avoir été de ces parties de campagne antérieures à sa naissance. On finissait par se croire non en face d'une mère et d'un fils, mais d'un vieux ménage. Ce ménage avait bien organisé sa vie infirme. L'économie de son bonheur émerveillait François. Il tirait un enseignement profond de ces deux êtres qui n'avaient besoin de rien. À quoi eussent servi ses yeux? À Madame Forbach? Elle vivait de souvenirs. Tout ce à quoi elle tenait, elle le connaissait par cœur. Parfois, François, assis à côté d'elle, feuilletait un album plein de photographies de Monsieur de Séreuze. Sa mère les lui cachait, car il était officier de marine, il était mort en mer, et Madame de Séreuze évitait à son fils tout ce qui eût pu lui donner le goût d'une carrière maudite. Madame Forbach réprouvait un peu Madame de Séreuze de cacher à son fils des reliques. C'est qu'elle ignorait l'inquiétude des mères. Même ce qu'elle craignait lui aurait été un bonheur auquel elle ne pouvait prétendre, puisque son malheureux Adolphe ne pouvait faire seul un pas dans la vie. Je m'arrête là pour cette nouvelle partie.
de la lecture du bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet. Je vous retrouve évidemment dans un prochain numéro pour poursuivre cette lecture. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. À très bientôt sur Les 8.